Je suis tombé sur l'histoire de cet international ivoirien et cela m'a fait beaucoup réfléchir. Comme on le dit très souvent, tu choisis mal ta femme, tu meurs. L'histoire de ce dernier ressemble un peu à l'histoire de Cheikh Tioté, une histoire dans laquelle, après sa mort, je parle bien évidemment de Cheikh Tioté, sa femme a dilapidé une fortune de plus de 7 milliards. Celui-ci a beaucoup de chance car il est toujours en vie, toujours en train de poursuivre sa carrière, mais sa femme, qu'il a lui-même épousée avec beaucoup d'amour, il l'a fait confiance, lui a planté un couteau dans le dos. Que se passe-t-il réellement? Je vous mets rapidement dans le contexte. Ce joueur a épousé une femme qui est une grosse menteuse. Tout d'abord, cette dernière n'a pas fait comprendre à ce joueur qu'elle avait un enfant, qu'elle était mariée, un mariage à la mairie avec un autre homme. Tout laisse croire qu'elle était juste là pour l'argent de ce dernier. Ce dernier ayant des complications à acquérir un terrain pour construire une maison pour sa famille, cette dernière lui proposa de lui vendre loin de ses terrains. Un terrain estimé à 12 millions que ce dernier a payé à 17 millions juste parce qu'il voulait faire plaisir à sa femme. Ayant confiance en sa femme, ce dernier n'a pas voulu faire des papiers ou faire garder les papiers du terrain auprès de sa famille, laissant l'entièreté des papiers dans les mains de cette femme. D'un jour à l'autre, il a appris par un ami aussi footballeur que sa femme entretenait une relation avec un autre homme et que cette femme avait quitté son domicile. Revenu au pays en vacances, il se retrouve dans une réalité qui lui fait actuellement déprimer. Cette femme qui engage un huissier pour faire sortir ses parents d'une maison qu'il a lui-même construite, soit en disant que des personnes inconnues sont venues construire sur son parcelle de terrain sans son approbation. Que se passe réellement dans cette histoire? La justice ivoirienne a déjà tranché cette histoire, donnant gain de cause à cette dame, mais le joueur, ce dernier, demande à ce que la justice aille beaucoup plus en profondeur sur cette affaire. Les images sont des images empruntées à la NCI, la chaîne ivoirienne. Je vais vous laisser regarder ces images capitales. On se retrouve à la fin, bien évidemment, pour la décortication. Votre ex-femme, vous la rencontrez justement lorsque vous participez au mondial en 2010 en Afrique du Sud. Elle contacte un de vos coéquipiers et pour avoir votre numéro. C'est comme ça que vous commencez à échanger. Oui. Et après le mondial, elle vivait en France. Vous vous rendez en France où vous vous rencontrez. Les choses vont bien, vous vous mettez en couple. Oui. Et vous finissez par vous marier. Vous vous mariez religieusement ici à Abidjan. En quelle année? Oh, le mariage, on va dire, c'est de 2012 à 2013. 2012-2013. Oui, 2013. Oui. Le mariage religieux. Hein. Religieux, ouais, à la mosquée du Plateau. À la mosquée du Plateau, d'accord. On précise que le mariage n'a pas été civil. Vous n'avez pas été unis à la mairie, uniquement à la mosquée. Après, je vais chuter là-dessus. Pourquoi nous ne sommes pas allés à la mairie? Vous pouvez expliquer dès maintenant, pas de souci. Je peux expliquer? Oui, pourquoi vous n'êtes pas allé à la mairie? Parce qu'il y a eu un mensonge en fait. Elle m'a fait croire qu'elle n'était pas mariée. Or, au fond, elle était mariée à un blanc. Donc, on ne peut pas faire le mariage civil. On ne pouvait que faire le mariage religieux en fait. Vous ne saviez pas qu'elle était déjà mariée? C'est après que je le suis. Que vous avez découvert qu'elle était déjà mariée? Oui. D'accord. Alors, la relation évolue. Oui. Il y a un premier contentieux sur une maison que vous achetez pour vos parents. Oui. À Yopougon, quartier Maroc. Oui. Vous achetez une maison inachevée que vous devez donc terminer pour vos parents. Et à ce moment-là, il y a un litige. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour être plus précis, avec les parents, dans le temps, j'avais pris une maison, pour ceux qui connaissent, on appelle ça le carrefour Tikendia, en partant au marché au port Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et j'avais pris une maison de location pour les parents là-bas. Après, les parents m'ont dit voilà, qu'il va falloir que je songe à acheter une maison. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Après les vacances, je rentre en Roumanie, puisque j'étais en Roumanie en ce temps. Et c'est comme ça, les parents m'interpellent. J'ai dit ok, trouvez un monsieur qui va nous trouver une maison. Donc, on trouve un monsieur du nom de monsieur Silla. Monsieur Silla, 2 semaines après, on m'envoie des images d'une maison inachevée. Donc, le propriétaire nous propose, fixe sa maison à 15 millions. À 15 millions. Donc, avec un ami d'enfance, on contacte quelqu'un d'autre qui nous fait peut-être le point jusqu'à la finition. Jusqu'à la finition. Et la maison s'est levée à 15 millions. Et à la finition, on avait besoin de 15 millions pour la finition. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je débloque l'argent, les 30 millions. On achète la maison. Et au moment de la finition,
On vient verser le sable, le gravier et tout. Il y a un gendarme qui se présente qu'il est le propriétaire de cette maison. Donc en effet, il y avait un R+3 qui était collé à la maison inachevée. La maison inachevée appartient à un gendarme. Le R+3 appartient au propriétaire. À Donc, celui qui vous a vendu. à celui qui nous a vendu. Donc il nous vend la maison inachevée avec les documents Du R+3. Du R+3. Du R+3, voilà comment c'est passé. Et cette affaire, puisqu'il y a eu litige là-dessus, on a envoyé l'affaire en justice. Il a fait jusqu'à preuve le contraire encore en justice. D'accord. On a vu que c'était aussi urgent que ça pour les parents. Et c'est comme ça que mon ex me propose son terrain. D'accord. Sinon, moi, je ne savais même pas qu'il possédait un terrain. C'est comme ça qu'il me propose d'acheter son terrain. Je dis qu'il n'y a pas de souci. On va le terrain, tu l'achètes à combien? 12 millions. Je vois les papiers, je vois la décharge avec M. Kofi. Elle a fait une décharge avec M. Kofi de 12 millions. C'est qui, M. Kofi? M. Kofi, c'est celui qui lui vend le terrain à elle. D'accord. Donc, il a vu la décharge de 12 millions et autres. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Moi, je te rachète le terrain, il n'y a pas de souci. Tu l'achètes à combien? 12 millions, il n'y a pas de problème. Mais quand on revient à ce que je lui ai donné, c'est plus de 12 millions. Vous lui avez donné combien pour ce terrain? Quand je calcule, nous sommes à 17 millions. 17 millions. 17 millions, puisque moi-même, je lui ai remis en main propre 15 000 euros. 15 000 euros, 10 millions. Et après, j'envoie 3 millions. 3 millions. Et pour les 4 millions, puisque en ce temps, j'étais en Grèce, vous savez, la Grèce a connu une crise où on avait droit à 60 euros par semaine avec la carte. Et pour une transaction, on avait jusqu'à 500 euros. Donc c'était compliqué. Puisqu'il voulait recevoir ses fonds, donc je rentre en contact avec un ami dont je vais taire le nom. Voilà. Je rentre en contact avec lui. Lui, en ce temps, il était en Turquie. J'ai dit, bon, ok, bon, moi je ne peux pas envoyer de l'argent parce qu'il y a la crise, c'est compliqué. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire cette transaction pour moi? Il a dit après, il dit, tu as besoin de combien? Il dit 7 000 euros. Donc, il envoie l'argent. Il dit, normalement, l'argent doit arriver à madame. Mais puisqu'elle ne peut pas recevoir une forte somme sur son compte, ce n'est pas la raison. Mais, donc, on a transféré l'argent sur le compte à sa mère. D'accord. Et c'est comme ça que sa mère récupère l'argent et elle donne l'argent. D'accord. Donc, en tout, vous avez payé 17 millions pour ce terrain. La somme de 17 millions, c'est elle qui vous l'a demandé ou c'est vous qui avez décidé de mettre 5 millions en plus de la valeur du terrain? Pourquoi est-ce qu'on arrive à 17 millions? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 20? Pourquoi 17 millions? Non, c'est moi qui décide de rajouter en fait. D'accord. Voilà, de rajouter en fait. C'est moi qui décide. Alors, est-ce que chaque fois que vous donniez de l'argent, il y avait un reçu de paiement ou une preuve de ce que cet argent-là, c'était pour le terrain et pas pour autre chose, pas pour les enfants? Parce que vous avez 2 enfants ensemble. Oui. Pas pour les enfants, pas pour les frais du ménage. Est-ce qu'il y a des preuves de ce que les 17 millions que vous avez donnés, c'était pour l'achat du terrain? Oui, elle sait bien que c'était pour l'achat du terrain. Mais là, il n'y a pas eu de preuves ou de décharge entre elle et moi parce que voilà, c'est madame, on s'est dit que voilà, elle est informée du projet. Il y a des enfants, donc moi je me dis, puisque la maison même où j'ai bâti, la maison que j'ai bâtie pour les parents, le plan, c'est un plan de R+4. C'est-à-dire les parents, dessous, et là-haut, on monte et après on met en location. C'est un projet même pour la famille. Et, voilà, c'était un truc comme ça en fait. D'accord. Alors, Ouais, vous avez une question? non, mais je voulais juste lui demander, c'est vrai qu'il me dit qu'il n'y a pas de document, quelle est la raison palpable même? Parce que moi je pense que c'est un projet familial, donc vous êtes, votre épouse demande à ce que vous achetiez son terrain. Oui. Quelque part il y a quelque chose qui ne va pas déjà, si c'est un projet familial, pourquoi vous ne faites pas de documents? D'abord, les documents, comme je l'ai dit, c'était au nom de M. Kofi. Parce que ce qu'elle possédait, c'était que la décharge. Elle avait les documents, mais c'était pas le nom de M. Kofi. Donc elle-même n'avait pas fait la mutation à son nom? Elle n'avait pas fait la mutation. Okay. D'accord. Les documents étaient toujours au nom de M. Kofi. Elle n'avait pas encore fait la mutation. D'accord. Donc, l'histoire... finalement, vous finissez par vous séparer de votre ex-femme. Pourquoi vous vous séparez? Dans quelles conditions? Ça, je vais expliquer, tout le monde va comprendre. D'abord, je vais dire merci à Dieu parce que je me disais comme ça que
Alors, on comprend que ce n'est pas évident de parler c'est pas évident. de C'est personnel. histoire aussi personnelle. Ouais. C'est une histoire qui vous touche directement parce qu'il est question de votre famille, il est question de vos parents, il est question de vos enfants. Encore une fois, on vous dit merci pour votre courage et... Enfin, ce témoignage va vous libérer, quoi. Il faut avoir la force, ça va vous libérer enfin. Puis, donc, on va revenir sur la séparation. Comment elle se fait et pour quelles raisons? En vrai dit, il n'y a pas eu de... À ma connaissance, je ne sais pas ce qui s'est passé, en fait, parce que je crois que c'était l'année 2022. Je suis venu pour les vacances. Ça se passe bien. Après, moi, je repars pour le championnat, puisqu'on doit aller en préparation et autres. Il n'y avait même pas de problème. Tout était nickel, rien. Et moi, je pars. Je crois 4 ou 5 mois après, il y a un ami qui m'interpelle. Il me dit, mais comment tiens, qu'est-ce qui se passe avec madame? Je dis, ben, il n'y a rien. Et madame, elle est à Abidjan avec les enfants. Elle a dit qu'elle allait passer un an avec les enfants. Et voilà, après, elle allait revenir en France. Il dit, il n'y a pas de souci, on fait le nécessaire pour pouvoir les installer et puis scolariser les enfants et comme ça. Et il me dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Il dit, mais comment ça? Dis-moi. Parce qu'entre les footballeurs, vous voyez, quand tu apprends une nouvelle, quand on ne te dit pas la vérité, tu vois, c'est un peu stressant. Il y a d'abord le football qui est stressant. Avec les problèmes, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il dit, mais dis-moi la vérité si tu sais quelque chose. Il dit, mais j'aurais appris que madame a une relation intime avec quelqu'un. Il dit, mais à ma connaissance, moi, il ne sait pas. Parce que quand j'ai quitté Abidjan, il n'y avait pas de soucis. Tout était bien, il n'y avait pas de problème. Tu viens de m'apprendre, bon, ok, je vais essayer de mener mes enquêtes. Tout de suite, je n'ai pas cherché à entrer dans le litige avec elle pour savoir. Vous n'avez pas posé la question directement. Voilà, le temps de mener mes enquêtes discrètement. Et donc, nous sommes restés comme ça pendant 2 ou 3 mois. Et à 1 mois de mon arrivée à Abidjan, à 1 mois, je l'appelle, je lui dis, bon, ok, moi je prépare mon arrivée parce que voilà, le championnat est fini, il faut que j'entre, tout ça, il y a besoin de voir la famille. Ça fait 1 an que je suis là, donc voilà, il y a besoin de ça, franchement, pour vraiment déstresser par rapport au championnat, voilà. Elle m'a dit, mais tu viens faire quoi à Abidjan? Et Abidjan, la même chose, la Côte d'Ivoire n'a pas changé, c'est pareil. Attends. Bien avant de te croiser, moi je venais à Abidjan. Et pourquoi aujourd'hui tu me dis qu'il ne faut pas que je vienne à Abidjan? Quand on vient à Abidjan, c'est pour qui? C'est pour les parents, voir les enfants, la famille. Oh non, tu peux m'enlever ça quand même. Tu peux m'enlever ça. Si je quitte en Grèce pour aller en France, c'est même pays européen là, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Moi j'ai besoin de voir la famille. J'ai besoin de voir les enfants. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle essayait toujours à me convaincre, elle n'est pas venue. Parce que c'est que si j'arrive, je ferai plein de choses. Ouais. D'accord. Voilà. Elle voulait tout faire pour m'empêcher de venir. Et si elle m'empêche de venir, ça me donne encore 1 an là-bas. Et elle, ça lui donne 1 an de bien faire ce qu'elle veut en fait. D'accord. Quand elle apprend que... Quand je lui envoie la confirmation pour dire que moi j'arrive à Abidjan, j'ai fait la capture, j'envoie le billet d'avion pour dire bon c'est bon, c'est fait, voilà, tout est bon, j'arrive. Là le plan devient compliqué pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle fait? D'abord elle bloque le numéro. Votre numéro? Oui, elle me bloque. Le numéro? Oui, elle me bloque. Je n'ai pas accès à parler avec elle, ni les enfants. Parce que les enfants, c'est pas WhatsApp qu'on se voyait. Voilà. Elle me bloque. Et je n'ai pas compris. Pendant 5 jours, je ne peux pas la joindre. Je ne peux pas parler aux enfants. Et c'est comme ça que j'interpelle mon formateur. J'ai dit, coach, voilà la situation, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller voir ce qui se passe à la maison? Parce que je suis inquiet. Pendant 5 ans, pendant 5 jours, je ne sais pas la nouvelle de la famille. C'est un peu inquiétant. Va voir, comme il connaissait bien l'appartement, vas-y. Le coach se rend à l'appartement, il trouve que c'est fermé, il n'y a personne. Il me fait le point, je dis ok, il n'y a pas de souci, merci bien coach. 2 jours après, il dit coach, s'il te plaît, vas-y encore, vois ce qui se passe. Il revient, c'est pareil. Et une 3e fois, il vient, la même chose. Et c'est comme ça que le vigile l'interpelle. Il dit, coach, viens s'il te plaît. Cela fait 3 fois que tu arrives ici, mais il faut que je te dise la vérité. La dame en question n'est plus ici. Oh là. Elle n'est plus ici. Elle a déménagé. Elle a déménagé, elle a pris les enfants et elle est partie.
Alors, pendant ces 5 jours où vous essayez de la joindre, d'avoir des nouvelles, vous envoyez le coach, est-ce que vous essayez d'appeler sa famille, sa mère, ses amis pour avoir de ces nouvelles? Parce que 5 jours, c'est quand même inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de sa famille. Je rentre en contact avec sa mère qui réside en France. Je lui ai expliqué la situation. Elle devait essayer de la jeune. Elle aussi, elle n'arrivait pas à la jeune. Parce que c'est comme ça elle est réellement en fait. En fait, quand tu es avec elle, elle t'éloigne de ses amis qui peuvent peut-être donner des informations sur elle. Quel genre d'informations? Comme on le dit dans le jargon ici, les affairages, les trucs comme ça. Voilà. Elle vous éloigne. Vous pensez qu'elle avait des choses à cacher? Oui, parce que puisque j'ai su beaucoup de choses par le bien de sa mère. Quoi par exemple? Elle me cachait beaucoup de choses. Comme par exemple le mariage. C'est par sa mère que moi j'ai su qu'elle était mariée légalement. Un blanc du nom de Michel Jarry. D'accord. Et c'est par le bien de sa mère aussi que j'ai su qu'elle avait un enfant. Donc elle avait un enfant? Oui, parce qu'elle a fait passer l'enfant. Elle m'a fait croire que l'enfant était à sa soeur. Donc sa soeur, avant de rendre l'âme, lui a fait une procuration comme quoi elle devait avoir la garde. Pendant que le père vit. J'ai dit, mais nous sommes en France, s'il te plaît. Pour quelle raison ta soeur va te faire une procuration pour garder l'enfant pendant que le père il est là et tu sens que le père réclame son enfant? Il n'y a pas de raison. Donc vous viviez avec elle, avec l'enfant qu'elle vous a présenté comme étant sa nièce, mais qui était en vérité sa propre fille. Sa propre fille. Et vous l'avez su combien de temps après que c'était sa fille et pas sa nièce? Combien de temps après vous avez su que c'était sa fille et pas sa nièce? Je crois que c'est pas sa maman. Oui, combien de temps après votre relation? Les dates sont un peu... C'est des années après? Il y a tellement de choses que... C'est des années après? C'est des mois après? Non, c'est des années après. C'est des années après? Oui, des années après. Oui, que sa fille... années après, oui. Puisque sa propre mère, elle m'a présenté sa propre mère comme étant sa tante. Elle vous a présenté sa mère comme étant sa tante. Comme étant sa tante. Sa tante, parce qu'elle m'a dit que sa mère est décédée, donc ils lui ont confié à sa tante. Mais quand vous voyez sa mère et vous la regardez, mais c'est deux goûts. Elle se ressemble beaucoup. Elle se ressemble tellement que, je ne sais pas comment elle a eu cette idée à vouloir... Mais comment vous découvrez que sa tante est en fait sa mère? C'est pas sa propre mère, parce que vous savez, quand il y a plusieurs mensonges et que vous découvrez une vérité, vous posez directement la question sur tout ce que vous avez vécu en fait. C'est ce qui m'interpelle en fait. C'est ce qui m'interpelle. Et moi, j'appelle la mère, je parle avec elle. Comment l'histoire avec le terrain démarre? Donc, comme je le disais là, tout démarre lorsqu'il y a eu un litige sur la maison que j'avais achetée pour les parents. Et voilà comment elle me propose son terrain. C'est là même que j'ai su qu'elle avait un terrain. Voilà, c'est là que je suis avec un terrain. Elle m'a dit, elle me propose son terrain qui se trouve presque dans la même zone, loin du carrefour Tikendja. Voilà comment elle me propose son terrain. Je dis qu'il n'y a pas de souci, mais à condition que tu me vendes ce terrain. Voilà, donc elle vous a dit 12 millions, finalement vous avez payé 17 millions. Voilà. Donc vous avez construit la maison de vos parents. J'ai construit la maison. En quelle année? Je crois qu'ils ont habité la maison depuis 2013. 2013. 2013. À quel moment est-ce qu'elle réclame la propriété de son terrain? En quelle année? Lorsque elle finit de faire l'habitation, d'abord quand elle est partie avec les documents et autres, il n'y a pas eu de soucis. Je crois que c'est après ça que le vieux a reçu un document. Votre père? Il a reçu un document, je crois qu'il y a un huissier qui s'est présenté avec un document. Et voilà comment le vieux m'interpelle. Voilà comment il m'interpelle pour ce qui se passe. Il dit, mais attends, il y a quel problème? Il me dit, on a reçu la visite d'un huissier qui demande que voilà, on doit déguerpir, voilà. On voit le document, je vois que la famille est présentée comme des inconnus. Dans le document, on voit que la famille est présentée comme des inconnus qui sont venus construire sur un terrain qui ne les appartient pas. Il dit, mais comment est-ce possible? C'est là qu'on engage maintenant des avocats pour pouvoir déjà bloquer la procédure du déguerpissement en fait. D'accord, donc l'huissier est venu donner un avis de déguerpissement, demandant à ce que vos parents partent de la maison et qu'elle soit détruite en fait, c'est ça? Ok, donc quand vous prenez un avocat, qu'est-ce que l'avocat découvre? Qui est à la base de cet avis de déguerpissement? Oui, c'est elle. D'accord. C'est elle qui demandait ça.
Ok. Celle qui demandait que les parents quittent le terrain. Ok. Et quelles sont les raisons qu'elle avance? Oui. Et les raisons, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a des inconnus qui ont conçu sur le terrain. Et il y a des inconnus qui sont venus s'installer sur sa parcelle. Donc, il va falloir que ces inconnus-là... De manière frauduleuse, quoi, vous voulez dire? Oui. Alors, pour bien comprendre, vous vous séparez en quelle année? Moi, j'appelle pas ça... Bon, elle part. Voilà, elle part en fait. En quelle année? Elle part en 2022. 2022. Bien Et avant que je vienne m'installer. à quel moment l'huissier vient donner l'avis de déguerpissement? En quelle année? Je ne sais pas la date précise, mais il n'y a pas longtemps que l'huissier est truc, puisqu'il est arrivé 2 fois. D'accord. Il est arrivé 2 fois l'huissier. C'était cette année, 2023, 2022? Oh, de 2022 à 2023, voilà. D'accord. Ces années-là. D'accord. L'huissier est venu 2 fois. Quand l'huissier vient avec l'avis de déguerpissement, quelles sont les procédures que vous vous engagez? Là, on engage un avocat, mais puisque nous n'avons même pas, puisque tous les documents se trouvaient dans l'enveloppe, elle est partie avec tout. Donc, on ne possède même pas un document pour pouvoir venir... Prouver que vous avez acheté le... Prouver que nous avons... Voilà, c'est ce que l'avocat a dit. Il dit oui, c'est vrai que... Puisqu'elle est partie avec tout. J'ai tout expliqué à l'avocat, il dit, mais il faut que la justice prenne en compte le fond du problème. Est-ce que quand elle est partie avec tous les documents, justement, est-ce que vous avez porté plainte? Parce que vous estimez que ces documents-là vous appartenaient. Est-ce que vous avez porté plainte quand elle est partie avec les documents? Pour laisser une trace? Non, non, je n'ai pas posé de plainte parce que, puisque je parlais aussi avec sa mère en question, qu'elle nous a présenté comme sa tante, je parlais avec elle. La vieille, voilà la situation qui se pose, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Je ne comprends pas. Elle me disait, ok, je comprends, nous allons essayer de régler ça. Donc la vieille s'est portée garante pour essayer de trouver une solution. D'accord. Voilà, donc on a essayé cette solution. Mais elle ne voulait rien savoir. Elle m'interpelle en fait. C'est ce qui m'interpelle. Et moi, j'appelle la mère, je parle avec elle. Il la vieille, parce que je l'appelle la vieille. Il la vieille, dites-moi, je ne comprends pas. Adja, elle m'a dit qu'elle a perdu son père. Elle m'a dit qu'elle a perdu son père. Et la mère me dit, oui, c'est vrai. Et, mais elle m'a dit aussi qu'elle a fait une des mères. La vieille a commencé à pleurer les larmes. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Elle dit, mais si Adja dit que sa maman est décédée, ça veut dire que moi, j'aurai une longue vie. J'ai dit, mais comment vous aurez une longue vie? Elle dit, oui, mais je suis sa mère. Elle dit, je suis sa mère. C'est moi qui ai poussé Adja 9 mois. Elle dit, mais la vieille, pendant des années, moi, je n'ai jamais su. Et c'est là, plein de questions me viennent en tête. Je pose la question sur l'enfant. D'accord. Je pose la question aussi sur le blanc. Puisque le blanc, je le connais, quand je dis je le connais, puisqu'il venait récupérer l'enfant le vendredi, et il venait avec elle dimanche. Il a récupéré, puisqu'elle avait Agad, donc il a récupéré vendredi. Donc, pardon, si on comprend bien, le blanc en question, qui était le père de la petite, c'était son ex-mari. C'était son ex-mari. Ils étaient toujours mariés, puisqu'ils n'avaient pas encore divorcé. D'accord. Et lui venait prendre l'enfant chaque fois, devant vous? Oui. Et quand vous voyez qu'elle n'est pas correcte, quand elle n'habite plus la maison, vous êtes à quelle étape de votre situation matrimoniale? Attends, on va revenir à la question. Pour l'heure, on va aller sur tout ce que vous avez découvert, en fait, par sa maman. Ça même. Voilà, donc vous découvrez déjà que sa nièce est en réalité sa fille. Vous découvrez que sa tante est en réalité sa mère. Oui. Que l'enfant, le père de... Et la mère est réellement sa mère, ce n'est pas sa tante. Voilà, que le père en question, c'est son mari, puisqu'ils sont tous mariés. Oui. Vous découvrez aussi qu'elle vous a parlé d'un frère qui n'est pas son frère. Elle vous a dit qu'elle avait un frère footballeur. Ah ouais, en fait, ça, je pense que tout le monde le sait. Ceux qui ont été peut-être au mariage le savent. Elle a fait croire à l'opinion publique qu'elle était la petite sœur à Seydou Keïta. Qui est un joueur malien qui était au Barça, voilà. Barça, Elle a fait croire à l'opinion publique qu'elle était la petite sœur de Seydou Keïta. Est-ce qu'elle vous l'a fait croire à vous également? Mais oui, elle me l'a dit. Et tous ceux qui me voient, ils disent que Komanchan est marié à la petite sœur de Seydou Keïta. Alors que c'était pas son frère? Mais ni de loin, ni de près, il n'y a pas de lien. Et ça encore, je découvre cette vérité par le biais de sa mère. Parce qu'il dit, mais la vieille, je n'ai pas compris. Elle m'avait dit que Seydou Keïta devait être au mariage, et il n'est pas là. Elle dit, non, qui est Seydou Keïta? Il dit, mais la vieille, Seydou Keïta, c'est l'international malien qui est au Barça, là. Mon fils, je ne le connais pas.
Elle dit, mon fils, je ne le connais pas, il est jamais vu. Son patronyme, c'est quoi? Parce que non, on va pas... Non, on va pas demander son identité. Quand vous dites Adja, on voit que c'est une famille musulmane quand même. Adja. Alors, on sait que déjà, pour faire le mariage religieux, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Alors, vous n'avez, avec tous, entre griffes, tous ces mensonges-là, vous n'avez rien découvert, vous n'avez pas eu de soupçons, parce que vous allez voir des parents, elle a des oncles, même sa maman biologique, tout ça, vous n'avez pas soupçonné quelque chose? Oui, mais puisque elle me dit qu'elle a perdu son père, elle me dit qu'elle est orpheline de mère, donc je pense qu'elle est fait représenter en fait. D'accord. À quelqu'un d'autre. Voilà, elle est fait représenter. Mais justement, quand il parle de religion, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs étapes. Et quand vous êtes... Mais elle ne voulait rien savoir en fait. Alors aujourd'hui, la situation, c'est laquelle? Vos parents? La situation, c'est laquelle? La situation, c'est que les documents donc, nous avons reçus de la justice, le déguerpissement, voilà. L'huissier, il était là, il n'y a même pas longtemps, je crois, il y a, on va dire, maxi 10 jours, que l'huissier est passé, puisqu'ils lui ont accordé le déguerpissement, voilà, et le déguerpissement à notre frais en plus. À votre... Ah, ok. Donc à notre frais en plus. Tenu de détruire la maison. Voilà, nous sommes tenus de détruire la maison. Alors, il faut préciser également qu'il y a un premier jugement qui a été rendu, vous avez fait appel. Oui. Et le deuxième jugement a encore été rendu en sa faveur. Oui. La justice a tranché en disant que le terrain appartenait à votre ex-femme et que votre famille et vous deviez donc partir des lieux. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Parce que la justice a rendu un verdict. Vous n'êtes pas d'accord avec ce verdict-là? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord parce que ce que je demande à la justice, je pense qu'ils aillent en profondeur de l'affaire pour comprendre comment est-ce que ça s'est passé. Parce que ce n'est pas un terrain que j'ai acheté ou j'ai mis à son nom et aujourd'hui je ne le reconnais pas. Non, parce qu'elle a pris les documents en mon absence. Elle est partie avec. Puisque les documents portaient encore le nom de M. Kofi. Et c'est lorsqu'elle a obtenu le document à son nom, et c'est là qu'elle s'est présentée maintenant. D'accord. Parce que quand elle avait pris, elle ne s'était pas présentée, puisque les documents n'étaient pas encore à son nom. Donc, sur quoi elle va se baser pour venir déguerpir quelqu'un dont le document ne porte même pas ton nom. Elle ne pouvait pas. Il fallait attendre que l'ACD sorte. Donc l'ACD est sorti à son nom. Et en ce moment, elle engage la procédure. D'accord. Voilà comment est-ce que... Donc pour vous, vous estimez qu'il y a des enquêtes qui auraient dû être menées, qui auraient prouvé que même si vous n'avez pas de reçu de paiement, que vous avez payé le terrain. Mais là, encore une fois, c'est une question de parole contre parole. Vous dites que vous l'avez payé, elle dit que non. Donc la justice, à ce moment-là, se base sur... Après aussi, il y a tellement de témoins dans cette affaire, parce que dans les documents qu'ils avaient envoyés aux vieux, elle nous présentait comme des individus, en fait, qu'elle ne connaissait pas, qui sont venus s'installer, pourtant, de la fondation jusqu'à la finition. Elle était là. On partait même ensemble sur le chantier. Et même pour la fondation, je me rappelle, pour la fondation, je vais débloquer 7 millions. Elle était là ce jour-là, quand on donnait l'argent. Donc elle est informée de tout, c'est juste de la mauvaise foi en fait. Alors aujourd'hui, face à ce verdict que vous n'acceptez pas, quels sont vos recours? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi, ce que je peux dire, c'est que la justice essaie d'aller en profondeur de cette affaire, essaie de comprendre cette affaire. Parce que la justice, elle regarde que les documents qu'on présente. Parce que quand on parle du quel document, c'est vrai que je n'ai pas de documents parce qu'elle est partie avec mes documents. Parce qu'il y avait tout à l'intérieur, tout le temps à l'intérieur. Elle est partie avec. Mais lors des 2 procès, vous estimez qu'il n'y a pas eu d'enquête, hein? Ou est-ce que vos avocats... Non, je ne pense pas qu'il y ait eu d'enquête. Est-ce que vos avocats... Les avocats voulaient... Voilà, ont présenté des témoins. Voilà, vos avocats, vous, est-ce qu'ils ont, par exemple, présenté les témoins dont vous parlez? Est-ce qu'ils ont présenté des avocats, des témoins disant qu'elles savaient que le terrain était occupé par votre famille, des témoins qui étaient là? Parce que les témoins n'ont pas été interrogés, en fait. Il n'y a pas eu d'intervention de témoins. Parce que je pense que si on passe sur la base du témoignage, il y aura beaucoup de choses. Ils vont comprendre la mauvaise foi de cette personne, en fait. Très chers internautes, j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vous avez quand même compris quelque chose. C'est triste réellement cette histoire. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner à cette page tout en activant la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.